11% selon la police et 25% selon les manifestants. En fait, blague à part, effectivement, selon les sources, c'est entre 11 et 25%. 11, c'est selon l'INSEE. Il y a même des chiffres qui sont un peu plus bas que ça. Certains disent que c'est 5% seulement. Et 25% selon les féministes. Et donc, alors la question que je me suis posée, c'est ces chiffres sont-ils vrais également pour les femmes jeunes diplômées? Et en fait, la vérité est tout autre. C'est que les femmes jeunes diplômées gagnent 10% de plus que les hommes jeunes diplômés. Mais elles ne gardent pas cet avantage définitivement, puisque elles gagnent 10% de plus, mais seulement jusqu'à 28 ans. Donc on peut se poser la question, pourquoi gagnent-elles 10% de plus au départ de leur carrière? Et en fait, la raison est toute simple, c'est qu'elles travaillent mieux, et à l'école et dans leurs études et à l'université, et donc elles sont mieux placées à la sortie, et donc elles sont recrutées à des postes mieux payés jusqu'à 28 ans. Mais on pourrait se dire 28 ans, ben c'est l'âge qui correspond à la gestation, et donc effectivement qu'à partir de 28 ans, elles ont leur premier enfant. Ben non. L'âge moyen des femmes qui ont leur premier enfant, c'est 35 ans. Donc vous voyez que cette hypothèse qui ferait qu'à 28 ans, les hommes dépassent définitivement les femmes, n'est en aucun cas liée à la naissance, en tout cas la gestation et la naissance du premier enfant. Donc il y a d'autres raisons. Donc l'âge de 28 ans est un âge pivot où les hommes dépassent définitivement les femmes. Alors revenons aux trois causes de cette injustice. Et pour trouver les raisons de cette injustice, il faut d'abord comprendre quelle est la spécificité de l'ambition des femmes. Et pour comprendre l'ambition des femmes, il faut d'abord comprendre la psychologie féminine. Vaste programme. Vaste programme, oui, effectivement. Alors évidemment, ce que je vais vous dire va vous paraître simpliste, et comme le disait une personne célèbre, dont je vous donnerai le nom tout à l'heure, ce qui est simple est toujours faux. Et effectivement, c'est Paul Valéry qui continuait cette phrase en disant « Mais ce qui ne l'est pas est inutilisable ». Donc, il faut trouver un juste milieu entre ce qui n'est pas utilisable et ce qui est grossièrement vrai, parce que forcément, ce sont des vérités qui s'appliquent à tous et donc qui ne tiennent pas compte des cas particuliers. Et vous le savez comme moi, rien n'est plus difficile que de faire simple. Mais je vais quand même essayer. Alors, les trois causes à analyser pour comprendre les femmes. Donc la première cause, les femmes sont unidimensionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la vie des femmes est comme une panière de fruits. Et tous les fruits sont ensemble, ils se touchent. Et donc, dans cette panière de fruits, eh bien, il y a les enfants, il y a les centres d'intérêt des femmes, les enfants, le travail, l'amour, les amis, les loisirs, le développement personnel, comme le faisait très bien remarqué tout à l'heure Philippe. Effectivement, en général, le développement personnel, c'est un centre d'intérêt qui est plutôt féminin que masculin. Et le problème, c'est que dans une panière de fruits, dès qu'un fruit commence à pourrir, il contamine les autres fruits. Il n'y a pas de cloison étanche entre les fruits, donc il faut qu'ils soient tous en bon état, sinon le fruit qui commence à s'abîmer abîme les autres. C'est la raison pour laquelle les femmes sont exigeantes et veillent à la qualité de toutes les dimensions de leur vie. Elles ne veulent pas une vie au rabais,
elles veulent qu'il y ait la qualité de l'amour, la qualité des loisirs, la qualité de l'éducation, la qualité des relations, la qualité dans tous les domaines. Elles sont bien plus exigeantes que les hommes. Les hommes, eux, sont pluridimensionnels. Alors, ils fonctionnent avec des cloisons étanches, avec des tiroirs. Alors, il y a le tiroir travail, le tiroir amour, le tiroir famille, qui est encore différent du tiroir amour. Il y a le tiroir amis, loisirs, passion, j'en rajoute peut-être. Et donc, quand il ouvre un tiroir, il ferme les autres, et donc tout est cloisonné. Et donc, quand il est au travail, eh bien, il pense au travail. Et donc, si sa femme l'appelle en pleine journée et lui dit « Chérie, dis-moi que tu m'aimes », il lui dit « Eh bien, je te le dirai ce soir », et elle répond « Eh bien, si tu me le dis ce soir, tu dormiras sur le canapé ». Donc, effectivement, les hommes donnent la priorité à une ou deux dimensions de leur vie et négligent souvent le reste. Donc, de ce fait, la différence essentielle déjà qui pointe avec ce début de présentation, c'est que les femmes veulent réussir leur vie et que les hommes veulent réussir dans la vie. Et donc, ça a un impact considérable parce que du coup, les hommes veulent réussir dans la vie selon l'échelle des valeurs de la société, selon des critères quantitatifs et notamment la quantité de salaire, de revenus. Et les femmes veulent réussir leur vie selon leur propre échelle de valeurs qui sont selon souvent des critères qualitatifs. Donc on ne peut pas quantifier. Et donc, l'énergie des hommes est concentrée sur cette réussite, sur une seule dimension de leur vie, qui en général est leur réussite professionnelle. Et donc, vous savez comme moi qu'une énergie qui est concentrée va être plus forte qu'une énergie qui est dispersée. Et donc, effectivement, l'énergie des femmes est dispersée sur l'ensemble des dimensions de leur vie pour un meilleur équilibre de vie, mais cette énergie dispersée sera évidemment moins forte qu'une énergie concentrée. Donc, effectivement, ces deux images permettent de voir la différence entre l'énergie dispersée et l'énergie concentrée. Donc là, pour Marie, juste un résumé, on a vu la première cause qui fait que l'énergie des femmes est dispersée sur l'exigence de réussir l'ensemble des critères de leur vie et que l'énergie des hommes est concentrée sur une réussite qui est généralement professionnelle. Donc une énergie concentrée est plus forte qu'une énergie dispersée. La deuxième cause est que les femmes sont plus intègres. Alors, j'en veux pour preuve que dans la population carcérale, les femmes représentent 3 à 5% de la population carcérale. Donc, visiblement, elles respectent mieux les lois et elles sont plus intègres. Certains me disent qu'elles sont plus malines et qu'elles se font moins prendre, mais j'en doute, non pas qu'elles soient plus malines, mais qu'elles se fassent moins prendre. Donc, je pense qu'elles sont beaucoup plus intègres et que par conséquent, si la population carcérale est quasiment masculine, eh bien, c'est parce que justement, les femmes sont plus intègres. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est que l'intégrité des femmes trouve-t-elle sa source dans l'influence de l'éducation ou dans l'environnement? Donc, on en revient toujours à la fameuse question, la nature ou la culture? Et pour avoir un élément de réponse, regardons ce que nous dit l'index des femmes au sujet de l'intégrité. Pourquoi l'index? Eh bien parce qu'une étude qui a été faite par un chercheur anglais qui s'appelle Manning, eh bien, si vous cherchez sur Internet, vous verrez l'indice 2D, 4D. 2D, c'est le doigt numéro 2, c'est-à-dire l'index, et 4D, c'est le doigt numéro 4,
c'est-à-dire donc effectivement l'annulaire. Et donc, il s'est amusé à mesurer ces deux doigts et à les comparer. Et on sait que l'index, la longueur de l'index est dépendante du taux d'œstrogène auquel a été confronté le fœtus dans le ventre de sa mère, et que l'annulaire dépend du taux de testostérone également auquel le fœtus a été soumis dans le ventre de sa mère. Vous en concluez forcément que si il y a plus de testostérone, eh bien, effectivement, on va en trouver un peu plus chez les hommes. Alors, l'indice de DKD consiste à diviser la longueur de l'index par la longueur de l'annulaire, et on obtient un chiffre qui est soit inférieur à 1 si l'annulaire est plus long, soit supérieur à 1 si l'index est plus long. Et donc, plus cet indice est en dessous de 1, plus le taux de testostérone est fort. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'index est plus long que l'annulaire chez 45% des femmes. Or, il a été observé et qu'il est plus long seulement chez 3 fois moins d'hommes, c'est-à-dire 15% d'hommes. Et il a été observé que plus l'index est long, plus les personnes respectent les lois et les règles. Inversement, l'annulaire est plus long que l'index chez seulement 12% des femmes et presque 3 fois plus d'hommes, c'est-à-dire 30% des hommes. Le reste ont des annulaires et des index de même longueur. Vous avez par exemple ici la main de Charles Aznavour qui présente un indice de DKD de 0,89, c'est-à-dire largement avec un annulaire largement plus long que l'index, ça saute aux yeux. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que les études psychobiologiques, psychogénétiques ont démontré que plus l'annulaire est long, effectivement il est 3 fois plus long chez les hommes que chez les femmes, et plus la combativité est forte, plus le goût du risque est fort, plus l'agressivité est forte, plus le sens de l'orientation est fort, et plus la tendance à s'affranchir des règles est forte, donc à ne pas respecter les lois, et que par conséquent, chez les femmes, qui ont souvent presque la moitié d'entre elles, en tout cas 45%, l'index est plus long, l'esprit est plus conciliant, il y a plus de prudence, il y a plus de maîtrise de soi, il y a un plus faible sens de l'orientation et un plus fort respect des règles. Et au début, Manning a fait une étude sur les traders et il s'est aperçu que les traders qui réussissaient bien et gagnaient bien leur vie avaient des annulaires longs et que les traders qui avaient des index longs ne restaient pas dans le métier parce que si on est trader et qu'on ne prend pas de risque, on ne peut pas gagner sa vie. Une autre étude a démontré en Allemagne, pourtant les Allemands ne sont pas considérés comme des gens qui transgressent, eh bien que plus les personnes avaient des annulaires longs, plus ils perdaient de points sur leur permis. Donc vous voyez que voilà 2 exemples qui montrent bien l'impact d'un annulaire long, en tout cas la corrélation, pas l'impact, mais la corrélation entre un annulaire long et le respect des règles, donc l'intégrité. Donc vous voyez que déjà, on voit que biologiquement, les femmes sont plus intègres. Alors elles le sont aussi peut-être par l'éducation, parce que on pousse plus les garçons à prendre des risques que les filles, évidemment, mais l'un n'empêche pas l'autre. La troisième cause serait liée aussi à une autre raison biotypologique, c'est que les femmes qui ont des mains froides recherchent la sécurité. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, eh bien, là aussi, on s'aperçoit que les mains chaudes caractérisent 2 hommes sur 3, les mains froides caractérisent 2 femmes sur 3, et par conséquent, alors je précise également que ce que j'appelle des mains froides, ce sont des mains dont on a pris la température de surface dans la paume et qui se situent entre 25 et 30 degrés. Et que des mains chaudes se situent entre 30 et 35 degrés. Donc vous voyez que
il y a un décalage de 10 degrés entre les mains les plus froides et les mains les plus chaudes. Et donc, on s'aperçoit que, hommes ou femmes, 90% des entrepreneurs et dirigeants ont des mains chaudes. Donc, par conséquent, les mains chaudes seraient un atout pour diriger, pour entreprendre, pour prendre le pouvoir. Et la première conclusion que j'en tire, c'est que les personnes aux mains chaudes, pourquoi elles sont dirigeantes et entrepreneurs, c'est parce qu'elles ont besoin d'autonomie. Et elles souhaitent qu'on rémunère le mérite et le résultat. Alors que les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité et acceptent de troquer leur liberté contre un salaire. Donc on voit déjà que, effectivement, la chaleur des mains va induire une relation à la rémunération où les personnes qui ont des mains froides préfèrent un salaire sûr, même faible, donc plutôt un CDI et un salaire constant, alors que les personnes qui ont des mains chaudes ne cherchent pas la sécurité, donc ne cherchent pas le CDI, mais veulent une rémunération à la hauteur de leurs résultats et de leur mérite. Donc par conséquent, si on rémunère le mérite, ben forcément, les salaires peuvent grimper beaucoup plus que si on a un salaire qui est contractuellement bloqué par un contrat de CDI. Alors si on combine la notion de chaleur et la moiteur, eh bien on obtient 4 possibilités. Évidemment, en haut, vous avez les mains chaudes et sèches, les mains chaudes et moites, et en bas, vous avez les mains froides et sèches et froides et moites. Et on s'aperçoit que l'ambition va être conditionnée par ces 2 critères, les mains chaudes et les mains sèches, et que l'ambition des mains chaudes et sèches, c'est de maîtriser leur vie, de maîtriser la vie des autres, et de se sentir, de pouvoir répondre à leurs besoins, de protéger les autres. Donc, il y a une maîtrise de leur vie et une protection des autres. Que les mains chaudes et moites ont besoin d'être dans le partage, mais veulent s'impliquer dans des projets de développement, donc sont prêts à prendre des risques pour s'investir dans des projets nouveaux et veulent partager leur enthousiasme. Que l'ambition des personnes qui ont des mains froides et sèches, ce n'est pas d'avoir du pouvoir, c'est d'avoir de l'influence et de préserver leur singularité. Alors évidemment, on rémunère beaucoup plus et bien mieux ceux qui prennent le pouvoir que ceux qui ont simplement de l'influence et qui veulent conserver leur liberté et leur singularité. Et puis les personnes qui ont des mains froides et moites, eh bien, leur ambition, c'est surtout d'appartenir à un groupe et de s'y sentir en sécurité. Alors évidemment, vous comprenez bien qu'on rémunère bien moins le besoin de sécurité que l'engagement dans le développement, que la capacité à protéger les autres. Donc, les mains chaudes sont mieux rémunérées que les mains froides, même quand c'est du salaire. Oui, donc là, attends, tu dis un truc là, quand tu parles de protection, c'est protection des autres, alors que sécurité, c'est sécurité de soi-même, c'est ça? Absolument. Merci pour le besoin de précision. Mais c'est en même temps, tu as raison, protéger ce que l'on maîtrise, c'est-à-dire être dans la pérennité. Donc, rendre solide ce que l'on maîtrise, mais aussi protéger les autres. Et donc, évidemment, on rémunère plus les gens qui protègent les autres que ceux qui se protègent eux-mêmes. C'est-à-dire que la sécurité, ils ont besoin d'être protégés par l'extérieur, alors que la protection, c'est eux qui vont agir pour protéger, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, si quelqu'un dit, ben moi, j'ai besoin d'avoir un salaire pour me sentir en sécurité, ben on va pas le rémunérer aussi fortement que quelqu'un qui dit, je suis capable d'apporter de la sécurité aux autres et de prendre en charge une équipe. Merci pour ta question. Bienvenue. Alors, dans cette explication, eh bien, dans l'ambition, l'argent joue un rôle important. Et donc, si les mains sont chaudes et sèches,
eh bien, l'argent est considéré comme un moyen de pouvoir sur les autres, et aussi comme un moyen de pouvoir faire, donc de construire, d'entreprendre, de financer la durée, de financer la pérennité. Alors que les mains chaudes et moites sont beaucoup plus dans la jouissance, et donc l'argent est un moyen de se faire plaisir et de faire plaisir. Parce que finalement, en faisant plaisir, on se fait plaisir. Donc vous voyez que les mains chaudes et sèches et les mains chaudes et moites ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir faire plaisir aux autres et pas seulement se faire plaisir à soi. Puis en plus, quand on a des mains chaudes et moites, on aime claquer de l'argent, on aime le dépenser. Et que les mains chaudes et sèches ont besoin de beaucoup d'argent parce que plus ces personnes ont d'argent, plus ça leur donne du pouvoir. Et donc, elles sont très attirées par le pouvoir et la reconnaissance que le pouvoir apporte. Alors que pour les mains froides et sèches, l'argent est un moyen de ne pas y penser. Donc, ce n'est pas un but en soi, c'est juste un moyen. Et donc, il faut que l'esprit soit libéré des contingences financières et d'organisation pour pouvoir se concentrer sur des choses plus conceptuelles. Et puis, vous l'avez compris, pour les mains froides et moites, l'argent représente un moyen de sécurité présent, mais aussi la sécurité du futur. Donc, il faut qu'il puisse se dire, la personne qui a des mains froides et moites doit pouvoir se dire, j'ai de l'argent maintenant, et j'ai la certitude d'en avoir demain, après-demain, et jusqu'à la retraite, et même au-delà. Donc, de ce fait, vous comprenez bien qu'on va retrouver dans l'administration beaucoup plus de personnes qui ont des mains froides et moites. Et s'il n'y avait pas de mains froides et moites, je le dis un peu en galéjade, mais il n'y aurait pas de service public. Parce que accepter d'être rémunéré en fonction de l'ancienneté et de la fonction, et non pas de mon engagement et de mon mérite, c'est parfaitement louable pour des mains froides et moites, mais c'est insupportable pour des mains chaudes, qu'elles soient chaudes et moites ou chaudes et sèches. Donc, vous comprenez bien qu'effectivement, quand je rencontre des dirigeants et qui me disent « j'arrive pas à garder une secrétaire », généralement, je leur dis « mais ce sont des secrétaires qui ont des mains chaudes et moites ». Ils me disent « mais comment vous le savez ?» Je dis « si vous voulez garder une secrétaire 20 ans, prenez-la avec des mains froides et sèches, froides et moites. Vous verrez, à partir du moment où vous la sécurisez, elle restera avec vous. » Donc, vous comprenez que les mains froides et sèches préfèrent une activité qui augmente leur savoir, qui n'oblige pas à diriger, parce que ce sont des personnes qui ont besoin, qui ont du plaisir à avoir de l'influence et qui ne veulent ni diriger, ni être dirigées, et qui préfèrent une activité qui donne du sens à leur vie, même si c'est mal payé. Et donc, effectivement, le salaire n'est pas le critère premier pour les personnes qui ont des mains froides et sèches, mais surtout donner du sens. Alors, on le verra aussi à travers les empreintes digitales. Et donc, les empreintes digitales en forme d'arche, qui est l'empreinte la plus rare, confortent ce que je viens de vous dire et on les retrouve beaucoup plus souvent dans des mains froides et sèches. Et comme les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes en France, notamment à posséder des empreintes en forme d'arche, selon Sagem, qui était leader mondial de la biométrie, il y a 11% des femmes françaises qui possèdent des arches et 7% seulement des hommes français qui en possèdent, ce qui fait une moyenne de 9. Ce qui est quand même quasiment 2 fois plus que la moyenne mondiale qui est 5%. Mais du coup, effectivement, ça leur donne une capacité à avoir un sens critique très développé, à avoir du plaisir à transmettre, toujours ce besoin de singularité que je vous ai indiqué avec les mains froides et sèches, le besoin d'être dans la différence, et une énorme indépendance d'esprit. Les mains froides humides préfèrent une activité où on peut se conformer à des règles, où on n'est pas obligé de diriger et où on a une garantie de continuité, c'est ce que je vous disais par rapport à la fonction publique, avec la sécurité de l'emploi
Et il y a une empreinte qui conforte ça, c'est l'empreinte en forme d'ellipse, que ne possèdent que 10% des gens, mais néanmoins, si vous la possédez, elle vous rend plus pondéré, et ce sont des personnes qui cherchent la routine, ce que permet aussi l'administration, et d'être dans un environnement régulier, où on sait à quelle heure on fait les choses, et toujours à la même heure et au même endroit. Si les mains sont chaudes et moites, cela correspond à des personnes qui préfèrent une activité d'improvisation, avec l'adrénaline du risque, parce que les mains chaudes et moites adorent le risque. Et puis une activité où on peut développer des projets et qui rémunère l'enthousiasme, la disponibilité et l'adaptation. Autrement dit, les personnes qui ont des mains chaudes et moites ne vendent pas ce qu'elles ont fait avant, elles vendent leur savoir-être, leur enthousiasme, leur capacité à s'investir dans des projets incertains et à s'adapter immédiatement. Attention, excusez-moi, on est dans les mains chaudes et humides là. Oui, absolument. Ah pardon, d'accord. Et ces mains chaudes humides sont confortées avec l'empreinte la plus courante au monde, qui est la boucle, 60% de la population mondiale. Donc si vous possédez des empreintes en forme de boucle, eh bien ça va augmenter votre adaptabilité, ça va augmenter votre rejet de la routine, et ça va augmenter votre indépendance d'action. Alors je précise que l'indépendance d'action n'a rien à voir avec l'indépendance d'esprit, et que les personnes qui ont des mains froides et sèches et des arches sont dans l'indépendance d'esprit, donc ont besoin de se sentir libres, alors que les personnes qui ont des mains chaudes et moites et qui ont des boucles ont besoin d'être libres, donc d'être dans l'indépendance d'action. Et il y a aussi une empreinte qui peut conforter ça, qui est la double boucle, qu'on retrouve à 10% dans la population mondiale, et qui donne des personnes qui sont dans la perfection utopique et qui ont la passion de la perfection. Mais quand on leur demande si un projet est terminé, elles répondent « oui, mais », parce qu'elles veulent toujours augmenter encore la qualité et la perfection. Et puis, ceux qui se reconnaissent dans les mains chaudes et sèches, eh bien, préfèrent une activité. Vous avez compris qu'il y a 2 fois moins de femmes qui ont des mains chaudes que des mains sèches, que des mains froides. Donc, si vous avez des mains chaudes et sèches, vous pouvez être une femme, vous pouvez être un homme, mais c'est ce que j'explique là caractérisera plus les hommes que les femmes. En tout cas, si vos mains sont chaudes et sèches, vous préférez une activité d'organisation, de pérennisation, de sécurisation. Donc, on sécurise, par exemple, le contrôle qualité, le contrôle sécurité. Et donc, les personnes qui ont des mains chaudes et sèches ne vendent pas leur enthousiasme, qui est quelque chose de qualitatif, d'impalpable, mais vendent ce qu'elles ont fait avant. Elles vendent leur savoir-faire d'organisation, de pérennisation et de sécurisation. Donc, on les retrouve dans la gestion, dans le management, dans la logistique. Et ce sont des personnes qui ont besoin qu'on rémunère leur capacité d'autonomie, leur constance, leur efficacité. Donc, elles vendent leur capacité à être efficaces. Et si par hasard, vous possédez des empreintes en forme de spirale, remerciez vos parents, parce que ça vous donne une volonté à toute épreuve, un attrait pour la difficulté manifeste, et vous ne supportez pas de dépendre des autres, et vous vous sentez le droit et le devoir de protéger les faibles et de canaliser les indécis. Alors, vous aimez la perfection, mais pas dans la même manière que ceux qui ont des doubles boucles. Vous n'êtes pas un perfectionniste utopique, vous êtes un perfectionniste pragmatique, et surtout, vous aimez la perfection par amour-propre. Et comme le disait Alphonse Allais, l'amour-propre, plus on le blesse, moins on le tue. Donc, effectivement, c'est un talon d'Achille pour les personnes qui ont des spirales. Elles n'ont pas le droit d'être vulnérables. Elles n'ont pas le droit d'être dans l'à peu près. Il faut que ce soit parfait. C'est une question de survie intellectuelle.
J'ai une question. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Oui. J'ai une question, Jean. Tu as systématiquement mis une qualité de chaleur et ben, les mains sèches de chaleur et d'humidité, et juste après une empreinte. En fait, c'est par hasard ou est-ce que c'est vraiment est-ce que l'un entraîne l'autre? C'est-à-dire que statistiquement, on va retrouver plus facilement des spirales dans des mains chaudes et sèches. Mais même si vos mains sont pas chaudes et sèches et que vous avez des spirales, ce que je dis là est quand même vrai, mais moins fortement que si vos mains ne sont pas chaudes et sèches. D'accord, c'est-à-dire que les caractéristiques restent valables pour chacune des diapositives, mais telles que tu les as installées, tu montres comment elles se renforcent, c'est ça? Voilà. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière, alors vous voyez là, il y a 5 empreintes digitales, il y a 4 possibilités, puisqu'il y a chaud sec, chaud humide, froid sec, froid humide. Mais il y a des empreintes qu'on va retrouver plutôt dans tel type de main, comme les arches dans des mains froides et sèches, ou les spirales dans des mains chaudes et sèches. Bon, de la même manière qu'on va peut-être trouver beaucoup plus de roues en Irlande qu'ailleurs, et que ça a amené les publicitaires à dire, vous voyez, la bière Georges Kilian, et en montrant un roux, pour montrer que c'était bien une bière de ce pays-là. Voilà. Mais tous les gens de ce pays-là sont pas forcément roux. Voilà. Et en plus, merci d'avoir posé la question. Ce n'est pas parce que vous avez une spirale sur le pouce que vous avez une spirale sur l'index. Et donc, vous pouvez avoir une spirale sur l'index, une boucle sur une boucle sur le pouce, une double boucle sur l'annulaire, une arche sur l'auriculaire, etc. Tout cela dans la même main. Dans la même main. Ah donc, bon? retenez simplement que vous pouvez avoir ou que la même empreinte dans toutes les mains, ou les 5 empreintes, et que c'est le degré de rareté qui va faire qu'une empreinte a plus de poids. Plus une empreinte est rare dans la population, plus son poids est important. Autrement dit, si 60% des gens dans le monde ont des boucles, et que seulement 15% des personnes ont des spirales, ça veut dire que la spirale a un poids 4 fois supérieur à la boucle. Et que par conséquent, si vous avez une spirale et 4 boucles, eh bien votre spirale a autant de poids que vos 4 boucles. Par ailleurs, si vos mains ne sont pas en symétrie, c'est-à-dire si votre main gauche possède des empreintes qui ne sont pas les mêmes que celles de la main droite, retenez simplement que vous soyez gaucher ou droitier, la main gauche indique comment vous préparez l'action, et la main droite, comment vous la mettez en œuvre. On peut être par exemple prudent en idée et impulsif en réalisation, et à ce moment-là, on aura plutôt des spirales à gauche, pour la prudence, pour la maîtrise, et on aura plus d'impulsivité dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la main droite, avec des boucles. Les boucles, c'est la passion, et la passion rend beaucoup plus impulsif. Gaucher ou droitier? Gaucher ou droitier, aucune importance. Et ça, c'est vraiment universel, que vous soyez chinois, sri-lankais, mongol ou inuit, l'interprétation est la même. Il n'y a absolument rien de culturel. Alors, qui posait une question? Pardon, c'est Marie. Est-ce que cela voudrait dire que finalement, un recruteur professionnel, donc, pourrait se baser finalement sur je sais pas, la photographie des empreintes et puis voilà la photo, oui c'est ça, et le serrage de main, presque pour savoir à qui il a affaire. De toute façon, le serrage de main, alors je parle d'une période révolue avant le Covid, où on serrait la main des candidats, maintenant on la serre plus. Mais effectivement, de toute façon, avant, le serrage de main était une forme de baromètre qui permettait de voir le degré de conviction du candidat. Évidemment, s'il tendait une main molle, on n'avait pas l'impression qu'il était très engagé et très décidé et très déterminé à avoir ce poste.
ça pourrait être une forme de stress. Là, on passe à des critères qui sont beaucoup plus objectifs, qui ne dépendent pas de l'environnement, ni des émotions qu'on peut ressentir. Et donc, en fait, effectivement, j'enlève le conditionnel, c'est pas pourrait s'en servir, c'est peut s'en servir, parce que moi, je valide des recrutements déjà avec cette méthode. Donc, par exemple, si on a des commerciaux qui ont tous des boucles et qu'on s'aperçoit, parce que les commerciaux sont souvent des personnes qui ont des mains chaudes et moites, et que s'ils ont tous des boucles et que le taux de turnover est de 50%, il ne faut pas s'étonner, parce qu'il vaudrait mieux recruter des commerciaux qui ont des spirales et qui ont le sens du long terme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réduit le taux de turnover d'une société d'assurance de 50 à 20% en privilégiant des personnes qui avaient des spirales au bout des doigts. Et qui en plus avaient suffisamment d'amour-propre grâce à leur spirale pour ne pas partir juste sur un coup de tête. Et donc qui s'engageaient dans le long terme. Alors, évidemment, là, je vous ai montré… Dudu a posé une question. Pardon. Comment ? Dudu a posé une question. Dudu a posé une question. Ah, je ne la vois pas. Quelle est-elle ? Alors, je la lis. Et puis, par ailleurs, il y a des échos, Jean. Si tu peux mettre un casque, ce serait peut-être mieux. Alors, je vais mettre le casque. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? Non, c'est pas tellement ça. C'est que quand on te parle, je pense que… Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est mieux ? Mais il y a quelqu'un qui… Enfin, tout le monde qui parle sans casque a toujours le problème d'avoir le haut-parleur qui fait du larcène. D'accord. Voilà. Donc, je recommande à tout le monde de mettre un casque. Et sinon, Dudu, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, est-ce que ces caractéristiques ou certaines peuvent changer avec le temps ? Alors, aucune des caractéristiques que j'ai indiquées ne change avec le temps. Donc, les critères biotypologiques sont les mêmes à 1 an, à 10 ans, à 20 ans, à 50 et à 80. Alors, ça ne veut pas dire que la personnalité ne change pas, mais ça montre bien, simplement, que la biotypologie a comme objet de mesurer uniquement ce qui ne change pas chez la personne, et que si on veut comprendre ce qui change chez la personne, ben, ce n'est pas la biotypologie qu'il faut utiliser, ce sont les tests de personnalité, ce sont les entretiens, parce que là, à ce moment-là, grâce aux tests de personnalité, on va mesurer l'évolution du caractère. On peut mesurer aussi dans la graphologie et dans l'écriture. En revanche, la biotypologie mesure des prédispositions naturelles et génétiques qui seront immuables. En revanche, ce qui changera, c'est le poids relatif de la nature par rapport à la culture. C'est-à-dire qu'en fait, le poids de la nature, le poids de l'inné est proportionnel à l'âge. Donc à 1 an, vous avez 1% du poids de la nature. À 20 ans, vous avez 20%. À 50 ans, vous avez 50%. Et à 100 ans, vous avez 100%. C'est la raison pour laquelle les personnes, très souvent, ont une crise du milieu de la vie, font des bilans de compétences à 50 ans parce que c'est l'âge où l'inné prend le dessus sur l'acquis. Et donc, ce que vous avez fait avant 50 ans, c'est probablement logique par rapport à vos études, par rapport aux projections de vos parents, par rapport à un environnement, mais ce que vous ferez après doit être logique par rapport à ce que est votre nature, parce que si vous ne le faites pas, elle se rappellera violemment à votre souvenir. Donc, effectivement, eh ben, c'est-à-dire que parfois, les personnes se disent « Ah, ce serait bien que je me pose des questions et que je change, etc. » Et finalement, elles se disent « Oh, bah, je suis qu'à 10 ans de la retraite. Ah, bah, tant pis. Je vais continuer de m'ennuyer encore pendant 10 ans. » Et puis finalement, eh ben, il y a un mal-être qui s'installe et qui fait qu'elles se disent bah, « J'ai raté ma vie. » Voilà. Donc, du coup, il y a des gens qui, à 50 ans, étaient des managers internationaux et deviennent fromagers parce que bah, ils en ont marre
de pas être en relation avec du concret, avec du palpable, avec des choses qu'on peut toucher avec les mains. Et ils en ont marre des tableaux Excel et des reporting à tout va. Donc, les gens qui sont concrets, ben, à un moment donné, leur nature leur rappelle que s'ils ont une activité qui n'est pas concrète, ils vont passer à côté de leur épanouissement. Et inversement. D'accord. Et est-ce que d'une façon générale, pardon, oui. Quelles que soient donc les empreintes, etc., d'une façon générale, au-delà de 50 ans, le besoin de nature se fait ressentir? Ou est-ce qu'il est en fonction de la nature profonde et des spirales ou pas, des empreintes, enfin? Alors, j'ai pas bien saisi si c'est le besoin de la nature ou le besoin d'attrait pour la nature. Je sais. Est-ce que c'est un besoin, l'attrait pour la nature? Il est ou il n'est pas? Oui, c'est un besoin, mais qui peut être, quand je dis un attrait pour la nature, ça peut être un attrait pour être confronté à des choses qu'on touche, à des choses qu'on palpe, Ah oui. voilà, et des choses qu'on touche avec les mains, qui sont dans la vie concrète et pas dans la vie conceptuelle. D'accord, oui. Et donc, c'est vrai que dans certains cas, bon, moi j'ai une philosophie qui est simple depuis 40 ans. Hein. La vie est trop courte pour la perdre à la gagner. Donc, effectivement, plutôt que de faire un bilan de compétences à 50 ans pour changer d'orientation, si on peut faire du préventif et se poser à 15 ou 20 ans les questions qui nous permettent de faire un bon choix au début et non pas de réorienter sa carrière à 50 ans, c'est encore mieux. Mais c'est pas donné à tout le monde et donc on sait très bien que seulement 20% des personnes aiment leur métier et que sur ces 20%, la moitié ont fini par l'aimer et l'autre moitié l'ont choisi. Donc ça fait que finalement, il n'y a que 10% des gens qui ont vraiment choisi une carrière qui leur correspond et qui est vraiment en harmonie avec elle-même, choisie dès le départ. Ça fait pas beaucoup. Et là, c'est pas. Et là, ce n'est pas plus masculin ou plus féminin. Alors ça, c'est plus. Je veux dire, est-ce que les femmes sont plus heureuses dans le travail qu'elles ont choisi et est-ce qu'elles auraient plus choisi, puisqu'elles sont plus intègres, selon vos dires, ou que les hommes? Voilà. Est-ce que le bilan va être le même que celui des hommes pour les femmes? Ben, c'est plus féminin parce que déjà, on s'aperçoit que dans les bilans de compétences, il y a plus de femmes que d'hommes. Et que effectivement, les hommes se posent beaucoup moins de questions que les femmes. Et d'une certaine manière, quand ils réussissent dans la vie, parfois ils s'en contentent. Mais les femmes, elles veulent vraiment réussir leur vie. Et donc, elles ne peuvent pas se contenter de quelque chose qui est de l'à peu près. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur ce marché de la disruption où on change de carrière, qui sont générées et créées par des femmes qui elles-mêmes ont changé de carrière et se disent « je vais en faire profiter les autres parce que j'ai quelque chose à partager ». Et on retrouve dans ces assemblées-là, quand il y a des conférences de présentation de ces activités, énormément de femmes. Donc, ce n'est pas seulement une question d'intégrité, c'est aussi une question d'exigence personnelle, d'être aligné, pour utiliser un mot très à la mode, d'être aligné avec soi-même. Oui, merci. Avez-vous d'autres questions? Alors, ce qu'il faut retenir de la biotypologie, donc c'est une méthode que j'ai créée sur 40 ans, en France et au Canada, et que j'ai modélisée à partir de constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains, connues ou inconnues, hein, puisque je parle de France et de Canada, donc c'est aussi bien les mains de Charles Aznavour en France que de celles de Céline Dion au Canada. Et c'est une méthode universelle. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle était universelle puisqu'elle fonctionne
quel que soit le pays et l'ethnie, mais elle est vraiment universelle parce elle fonctionne quel que soit l'âge et le sexe, la culture, la formation et l'expérience. Donc les applications, c'est cerner le potentiel de l'enfant pour l'éduquer en fonction de ce qu'il est et pas en fonction de ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça permet d'orienter les étudiants, ça permet de faciliter la compréhension dans le couple, car vous savez comme moi que le couple est fondé sur un quiproquo. Les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer, et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais. Après, Philippe pourra nous donner aussi son opinion dans les couples homosexuels, mais je pourrais en parler également. En tout cas, c'est sûr que ce quiproquo fait que, au bout de 20 ans, il y a des femmes qui se disent « Bon, t'as pas voulu changer, les enfants sont grands, ok, je m'en vais », et 80% des divorces sont demandés par les femmes. Parce que les femmes ne peuvent pas se contenter d'un à peu près, même dans le couple. Voilà, et surtout dans le couple d'ailleurs. Okay. Je suis d'accord, pardon. Excusez-moi, en tant que femme, je pense qu'effectivement, alors, moi, oui, c'est ça. Je crois que la femme a un besoin d'évolution au sein de son couple et que finalement, peut-être, peu d'hommes évoluent. C'est-à-dire qu'une fois mariés, peut-être qu'ils se contentent encore plus de leur métier et je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre. Il y a une insatisfaction féminine à voir l'homme se contenter de ce qu'il a depuis, à partir du moment où l'homme est en couple. Oui, parce que la seule chose qu'il veuille faire évoluer, c'est sa carrière. C'est ça. Il veut faire évoluer sa compétence pour que sa compétence vaille de plus en plus cher. Il veut augmenter son employabilité, mais sa compréhension du couple, sa compréhension de l'autre, tout ça, c'est du temps perdu. C'est pas dans le contrat. Il s'est pas marié pour évoluer. Il s'est marié pour rester, pour avoir une descendance, voilà. Éventuellement pour se servir d'une femme comme un trophée en disant, vous voyez, je suis un homme respectable parce que j'ai une épouse, j'ai des enfants. C'est le travers dans lequel tombent d'ailleurs certains homosexuels qui veulent avoir une reconnaissance qu'ils sont comme tout le monde. Et puis finalement, ça fait des drames plus tard. Et puis, on peut également aller plus loin que la fameuse psychogénéalogie. On peut faire de la psychogénéalogie génétique et établir un arbre généalogique descendant et non pas ascendant, comparatif des empreintes digitales dans une famille. Je le fais de temps en temps pour voir comment les empreintes se transmettent puisqu'elles sont héréditaires. Et donc, il y a des familles où il y a plutôt des spirales, des familles où il y a plutôt des boucles ou des arches. Et on peut éduquer chaque enfant en fonction de ses empreintes et donc personnaliser la relation à chaque enfant. Voilà. Et puis donc dans l'entreprise, la biotypologie permet de faciliter la compréhension mutuelle dans les équipes. C'est la raison pour laquelle j'anime des ateliers de cohésion d'équipe dans les entreprises. On peut valider des recrutements, on en a parlé, aussi la mobilité interne, et puis comparer des profils d'associés. J'étais même amené, dans le cas de fusion d'entreprises, à faire des diagnostics de potentiel pour que l'entreprise puisse savoir quelles étaient les personnes qu'elles allaient garder quand elles étaient en doublon. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai publié en 2011, qui est disponible uniquement sur le site toutdanslesmains.com. Et voilà, vous avez mes coordonnées avec ce QR code.